Bienvenue à Nuit criminelle, où les villages tranquilles cachent les vérités les plus sombres et où chaque mot gentil porte une ombre. Ce soir, nous nous rendons dans les ruelles silencieuses de St. Mary Mead pour une enquête intitulée « Le choriste qui n'est pas rentré à la maison ». Une enquête de Miss Marple, une histoire qui commence par la disparition d'un enfant, une communauté avide de réponses simples et un silence qui s'alourdit à chaque heure qui passe. Alors que les rumeurs se propagent plus vite que les faits et que la respectabilité devient un bouclier, une femme âgée écoute plus attentivement que quiconque, sentant que les mensonges les plus dangereux sont souvent les plus polis. Avant de commencer, prenez un moment pour vous installer, laissez le monde extérieur s'estomper et laissez la tension silencieuse vous attirer. Et alors que la vérité prend lentement de l'ampleur, demandez-vous, connaissons-nous vraiment les endroits que nous considérons comme sûrs? Si vous aimez les mystères où la psychologie est plus tranchante que n'importe quelle arme, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous rejoindre à nouveau. Servez-vous une boisson chaude et que la nuit du crime commence. L'église Saint-Étienne était plongée dans son silence hivernal habituel, les pierres retenant le froid de la journée comme si elles hésitaient à le libérer, lorsque la répétition de la chorale s'est terminée avec une voix en moins. Cela ne fut pas remarqué tout de suite. À St. Mary Mead, les absences s'annonçaient souvent discrètement, comme une tasse de thé disparue d'un plateau familier. Le vicaire ferma son livre de musique, murmura un mot de remerciement, et les enfants commencèrent à quitter les bancs dans un petit exode ordonné. Les manteaux furent boutonnés, les écharpes furent enroulées. Les mères attendaient à l'arrière, échangeant les observations aimables qui faisaient office de nouvelles. Ce n'est que, lorsque Madame Peters tendit la main vers celle de son fils, et ne trouva que du vide que le silence fut rompu. « David » dit-elle, non pas d'un ton sec, mais avec la faible attente d'une femme habituée à un garçon parfois rêveur, parfois lent à répondre. Aucune réponse ne vint, seulement le faible écho de pas s'éloignant dans l'allée en pierre. Madame Peters sourit d'un air désolé, comme pour excuser sa propre confusion momentanée. « Il est probablement parti en courant, » dit-elle sans s'adresser à personne en particulier. « Il se précipite toujours pour voir les cordes des cloches. » Cette remarque suscita des hochements de tête indulgents. David Peters était connu pour sa fascination pour les rouages internes de l'église, les cordes, les placards de la sacristie, l'endroit où étaient rangés les livres de cantiques. C'était un garçon calme, aux cheveux clairs, dont la voix portait d'une manière qui surprenait les gens, un enfant de cœur à la voix pure, dont le vicaire pensait en privé qu'elle pourrait un jour se faire entendre dans de plus grandes églises. Les autres enfants partirent. Les mères les suivirent. Le vicaire éteignit la dernière bougie et se dirigea vers la sacristie en fredonnant doucement. C'est seulement à ce moment-là que le silence commença à sembler délibéré. Miss Marple, qui était restée assise plus longtemps que d'habitude, ses aiguilles à tricoter posées sur ses genoux, fut la première à remarquer cette particularité. Le silence, comme elle l'avait souvent observé, n'était jamais simplement l'absence de bruit. Il avait des textures, des habitudes et surtout des intentions. Elle se leva lentement, rangea sa laine et s'arrêta près des stalles du chœur. La place de David était bien rangée, trop bien rangée. Son livre de cantiques était posé bien à plat, son ruban soigneusement aligné. Elle savait que les enfants laissaient rarement les choses aussi bien rangées, à moins d'avoir l'intention de revenir. « Avez-vous vu David partir, mademoiselle Marple » demanda Madame Peters, d'une voix désormais teintée d'une pointe de nervosité. Mademoiselle Marple réfléchit. Elle avait vu beaucoup de choses ce soir-là, le sourire distrait du vicaire, la plainte chuchotée de Madame Turner au sujet du chauffage, la façon dont la jeune Emily Clark s'était agitée pendant le dernier hymne. Mais elle n'avait pas vu David partir. « Je ne crois pas, dit-elle doucement. Mais les garçons ont tendance à vagabonder, n'est-ce pas ?» Madame Peters acquiesça trop rapidement. « Oui, bien sûr, il doit être juste dehors. » Pourtant, elle ne partit pas. Elle resta debout, les doigts crispés sur ses gants, à l'écoute, comme si elle s'attendait à entendre une voix familière lui répondre. La porte de l'église s'ouvrit alors, laissant entrer un souffle d'air froid et Madame Bantry, les joues rougies par sa marche à travers la pelouse. « La répétition est terminée » demanda-t-elle, joyeusement. « J'ai cru entendre le dernier hymne depuis ma porte. »« Oui, » répondit le vicaire, « elle vient de se terminer. »« Splendide. Oh, attendons-nous quelqu'un ?»« David, » dit Madame Peters, « il n'est pas encore sorti. » Madame Bantry rit doucement. « Il se cache probablement quelque part. Les enfants adorent faire tout un foin pour rien.
Mademoiselle Marple ne la contredit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la chapelle latérale, scrutant les ombres avec une curiosité polie. « David » appela-t-elle doucement. Sa voix fut étouffée par la pierre. Ils cherchèrent alors, toujours sans urgence, la sacristie, les escaliers du clocher, le placard sous les escaliers, où les livres de cantiques étaient parfois rangés. Chaque endroit leur donna la même réponse. Vide. Le vicaire fronça les sourcils. Il est peut-être déjà rentré chez lui. Madame Peters secoua la tête. Il ne ferait pas ça. Il sait que je l'attends. C'était un détail, mais mademoiselle Marple sentit qu'il s'imprimait dans son esprit avec le poids de l'expérience. Elle savait que les enfants étaient entre des créatures d'habitude. Quand ils s'en éloignaient, c'était toujours pour une raison. « Je vais vous raccompagner », proposa madame Bantry d'un ton vif. Il a peut-être pris un raccourci. La verdure était argentée sous le crépuscule naissant. Les lampadaires du village commençaient tout juste à s'allumer. Ils appelèrent David, leur voix portant à travers l'herbe. Aucune réponse ne vint, seulement le faible grincement des balançoires et le murmure lointain de quelqu'un fermant une porte. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison des Peters et la trouvèrent sombre et vide, un premier sentiment d'inquiétude s'installa. La voix de madame Peters tremblait. Il aurait déjà dû être rentré. Le mot « rentrer » resta suspendu entre elles, lourd de sens. Mademoiselle Marple, qui se tenait un peu à l'écart, remarqua que les yeux de madame Peters revenaient sans cesse vers le chemin qui menait à l'église, comme si quelque chose là-bas retenait encore son fils. « Nous ne devons pas imaginer le pire, » dit madame Bantry avec fermeté. « Il est probablement chez un ami. »« Un soir de chorale » murmura madame Peters. « Sans me prévenir ?» Mademoiselle Marple lui toucha le bras. « Les enfants oublient parfois, » dit-elle gentiment, « mais il serait judicieux de se renseigner. » Le village réagit comme les villages le font toujours, avec une agitation déguisée en inquiétude et une curiosité voilée de gentillesse. Les portes s'ouvrirent, les lampes furent allumées, des voix se joignirent à l'appel. Quelqu'un suggéra le ruisseau. Un autre mentionna l'ancien chemin de la carrière. On fit appel à la police, qui apporta avec elle le poids rassurant de la procédure. Mais sous tout cela coulait un courant que mademoiselle Marple ne connaissait que trop bien. La prise de conscience soudaine que quelque chose de précieux, quelque chose que l'on croyait sûr parce qu'on le connaissait depuis longtemps, avait disparu. À 8 heures, David Peters n'était toujours pas rentré. Le policier prenait des notes, son crayon griffonnant sans discontinuer, tandis que madame Peters répondait aux questions d'une voix monotone et hébétée. Comment David était-il habillé? Avait-il l'air bouleversé? Y avait-il quelqu'un qui lui avait accordé une attention particulière? Non, répondait-elle encore et encore. Personne. Miss Marple s'assit tranquillement près de la cheminée, reprenant son tricot, les yeux observant les petits mouvements révélateurs que les autres ne remarquèrent pas. La façon dont madame Turner évitait le regard de madame Peters, les mains tremblantes du vicaire lorsqu'il soulevait sa tasse de thé, l'intensité curieuse avec laquelle M. House, le chef de chœur, insistait pour décrire le talent musical prometteur de David. « Il était doué, » dit M. House. « Une voix comme ça, c'est rare à son âge. » Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient doucement. Les enfants doués, réfléchit-elle, étaient souvent le centre des attentes des adultes, qui pesaient lourdement sur leurs petites épaules. « David restait-il parfois après la répétition ?» demanda-t-elle doucement. M. House hésita. « Parfois, pour répéter un passage difficile. »« Et ce soir ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas remarqué. » Le silence qui suivit fut plus pesant qu'auparavant. Dehors, l'horloge du village sonna 8 heures, chaque note résonnant dans l'air froid, avec une précision solennelle. Mademoiselle Marple écouta attentivement. Elle savait que le son pouvait trahir la vérité aussi facilement que le silence la dissimulait. 8 heures. La répétition de la chorale se terminait à 6h30. Un intervalle de temps suffisamment long pour que beaucoup de choses puissantes se passer. « Quelqu'un a dû le voir, » dit madame Bantry. « Ce n'est pas comme s'il s'était évaporé dans les airs. » Mademoiselle Marple pensa au livre de cantiques laissé si soigneusement, à un enfant qui avait l'intention de revenir, au silence qui persistait là où il aurait dû y avoir du bruit. « Les choses ne disparaissent pas, » dit-elle doucement. « Elles sont seulement déplacées. » Madame Peters la regarda alors, la regarda vraiment, comme si elle voyait au-delà de la gentille vieille dame quelque chose de plus solide. « Vous pensez qu'il s'est passé quelque chose ?» dit-elle. Mademoiselle Marple soutint son regard. « Je pense, » répondit-elle doucement,
que nous devons écouter très attentivement ce que le village ne dit pas. L'horloge sonna à nouveau, la dernière note restant en suspens, sans résolution. La dernière note de l'horloge semblait encore trembler dans l'air lorsque Madame Peters porta ses mains à son visage et se mit à pleurer très doucement. Ce n'était ni bruyant ni dramatique. Cela aurait été plus facile, pensa mademoiselle Marple. Au contraire, c'était le son doux et intérieur d'une femme qui essayait de ne pas alarmer son entourage, comme si la retenue elle-même pouvait ramener son enfant à la maison. Madame Bantry s'approcha immédiatement d'elle, la tira vers le canapé et lui murmura les paroles réconfortantes qu'elle prononçait toujours dans les moments difficiles. « Allons, ma chère, nous ne devons pas nous laisser abattre. La police le retrouvera. » Le policier s'éclaircit la gorge. « Nous allons mener une enquête approfondie, dit-il, avec le ton rassurant d'un homme conscient des limites de son autorité. Nous commencerons par les ruelles et le parc. Si quelqu'un a vu le garçon... »« Je l'ai vu tout à l'heure, » dit soudain Madame Turner. Tous les regards se tournèrent vers elle. Madame Turner, qui habitait en face du cimetière et se vantait de tout remarquer, croisa les mains sur ses genoux. Juste après la répétition, poursuivit-elle. Il se tenait près du porche du cimetière. « Et vous lui avez parlé » demanda le policier. « Non, il parlait à quelqu'un. »« À qui » demanda Madame Peters, la voix aiguë, soudain pleine d'espoir. Madame Turner fronça les sourcils. « Je ne saurais le dire. Je n'ai vu que leur dos. Un adulte, je pense. » Le mot tomba lourdement. Mademoiselle Marple observa la bouche de Madame Turner se crisper, la façon dont elle semblait se recroqueviller légèrement dans son fauteuil, comme si elle avait conscience d'avoir apporté quelque chose de déplaisant dans la pièce. « Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela avant » demanda Madame Bantry. « Eh bien, dit Madame Turner sur la défensive, cela ne semblait pas important à ce moment-là. Les enfants parlent toujours aux adultes. »« Oui, pensa Mademoiselle Marple, et les adultes aussi parlaient toujours aux enfants, pour des raisons qu'ils ne prenaient pas toujours la peine d'examiner. »« À quoi ressemblait cette personne » insista le policier. Madame Turner hésita. « Un manteau sombre. Un chapeau, je crois. Rien de remarquable. »« Rien de remarquable » était souvent la description la plus révélatrice qui soit. La recherche commença alors sérieusement. On alla chercher des lanternes. Des hommes des cottages voisins se joignirent à eux, leurs bottes crissant sur les chemins gelés. Le pré se remplit de mouvements déterminés, de voix appelant David avec une urgence croissante. Miss Marple marchait lentement, restant en retrait du groupe. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, à l'écoute du rythme de l'inquiétude du village. La peur s'exprimait différemment chez chaque personne. L'efficacité vive de Madame Bantry, les prières murmurées du vicaire, le bavardage défensif de Madame Turner. « Pauvre Madame Peters, dit quelqu'un, elle a traversé une période si difficile depuis la mort de son mari. David était tout ce qu'elle avait. Et c'était un si bon garçon. Mademoiselle Marple avait rangé ses aiguilles, mais son esprit fonctionnait avec la même précision patiente. Bon, réfléchit-elle, était un mot dangereux. Il était si souvent utilisé pour gommer les complexités. Au bord de la pelouse, près du muret de pierre, M. House se tenait à l'écart, fixant l'église comme s'il s'attendait à ce qu'elle parle. Mademoiselle Marple s'approcha de lui. « Une nuit angoissante, dit-elle gentiment. » Il sursauta. « Oui, oui, horrible. »« Vous aimiez beaucoup David, continua-t-elle. Bien sûr, il avait un vrai talent, avec une formation adéquate. » Il s'interrompit, rougissant légèrement. « Cela n'a plus d'importance maintenant. »« Non, acquiesça mademoiselle Marple. Mais les enfants se confient non souvent à ceux qui s'intéressent à eux. » Monsieur House serra les poings. « Je vous assure, mademoiselle Marple, je n'aurais jamais... » Elle leva doucement la main. Je voulais simplement dire qu'il aurait pu mentionner quelque chose qui le préoccupait, un souci, un projet. Il secoua rapidement la tête. Rien de tout cela. Mademoiselle Marple remarqua la rapidité de son démenti, la façon dont son regard se détournait. À 9 heures, le policier revint, son carnet plus épais de noms, mais sans avoir trouvé de réponse. « Aucun signe de lui, dit-il. Nous devrons élargir les recherches demain matin. »« Demain matin » s'écria Madame Peters. « Vous voulez dire qu'il restera dehors toute la nuit ?»« Nous avons fait ce que nous pouvions dans l'obscurité, dit-il, mal à l'aise. Nous laisserons un agent près de l'église. » Encore l'église. Toujours l'église. Miss Marple sentit le thème de la soirée se préciser, comme un fil tendu à chaque répétition. Elle raccompagna Madame Bantry chez elle, le village derrière elle bourdonnant de spéculations modérées. « Une affaire extraordinaire, dit Madame Bantry. On ne se serait jamais attendu à une telle chose ici. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « C'est rare. »
À l'intérieur, la chaleur du salon des Bantry semblait presque intrusive après le froid urgent de l'extérieur. Un plateau avec du chocolat chaud apparut, les mains tremblant légèrement pendant qu'on le versait. « Que pensez-vous de tout cela, mademoiselle Marple » demanda enfin madame Bantry. Mademoiselle Marple remua sa tasse d'un air pensif. « Je me surprends à penser au jeune Arthur Willis, dit-elle. Le garçon bouché? Quel est-ce le rapport? Il a déjà disparu pendant plusieurs heures, dit mademoiselle Marple. Tout le monde avait imaginé le pire. Il s'était en fait caché dans le grenier pour éviter une punition. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tout le monde était persuadé qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible, parce que c'était un bon garçon. Madame Bantry fronça les sourcils. « Vous pensez que David s'est enfui ?»« Je pense, répondit mademoiselle Marple avec prudence, que les suppositions sont très réconfortantes. Elles nous permettent d'éviter des possibilités moins agréables. » Un coup à la porte les interrompit. Le policier se tenait là, son chapeau à la main. « Mademoiselle Marple, dit-il, pourriez-vous m'accompagner? Madame Peters vous demande ?» Ils la trouvèrent assise, raide, à la table de sa cuisine, fixant le manteau de David soigneusement suspendu près de la porte. « Il ne partirait pas sans ça, dit-elle. Il fait froid ce soir. » Mademoiselle Marple suivit son regard. Le manteau était effectivement soigneusement suspendu, l'écharpe glissée dans une manche. « Il est donc rentré à la maison, murmura madame Peters, au moins une fois. » La pièce sembla se contracter autour de cette seule idée dévastatrice. « Êtes-vous sûr ?» demanda le policier. « Je l'ai mis là cet après-midi, » répondit madame Peters, « après l'école. Il l'a porté à l'église. » Mademoiselle Marple s'approcha et toucha légèrement la manche. Elle était sèche, froide, comme si elle n'avait pas été portée depuis. « Puis-je vous demander, dit-elle doucement, si quelqu'un d'autre a une clé ?» Madame Peters hésita. « Monsieur House vient parfois s'entraîner à l'orgue. Il en a une. » Le policier se redressa. « C'est bon à savoir. » Mademoiselle Marple sentit le mystère prendre une tournure subtile, les hypothèses bien ordonnées du village commençant à s'effriter. La disparition d'un enfant était alarmante. Un enfant qui était peut-être revenu, puis reparti, était tout autre chose. Dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure. Son son roulait à travers St. Mary Mead, solennel et insistant, comme s'il ne comptait pas le temps, mais quelque chose de perdu. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux pour écouter. Elle savait que certains sons n'étaient en haut pas des appels à se rassembler, mais des avertissements. L'écho de la cloche s'estompait encore lorsque mademoiselle Marple ouvrit les yeux et constata, avec une douce certitude, que la soirée avait changé de caractère. Jusqu'à présent, la peur à St. Mary Mead avait pris une forme familière, douce, communautaire, presque conviviale. Les villageois craignaient pour David Peters. À présent, ils commençaient, très faiblement, à craindre autre chose. Mademoiselle Marple savait que la peur changeait de nature lorsque la culpabilité faisait son apparition. Le policier s'éclaircit la gorge et prit une note dans son carnet. « Nous devrons reparler à Monsieur House, » dit-il avec une neutralité délibérée. « C'est juste une formalité. »« Bien sûr, » répondit madame Peters, bien que sa voix tremblât. « Il a été très gentil avec David. » La gentillesse, songea mademoiselle Marple, était un autre de ces mots sur lesquels les gens s'appuyaient lourdement, surtout lorsqu'ils voulaient y croire. Elle prit congé peu après, traversant le village d'un pas tranquille qui contrastait avec l'activité de son esprit. Des lampes brillaient derrière les rideaux, des silhouettes bougeaient, s'arrêtaient, chuchotaient. Le village était désormais éveillé, non pas par l'excitation, mais par la vigilance. Les portes étaient laissées ouvertes, les fenêtres étaient entr'ouvertes pour laisser entrer les bruits. Au coin de la poste, elle rencontra madame Turner debout, son châle bien serré autour des épaules. « C'est terrible !» dit rapidement madame Turner, comme si elle avait besoin d'affirmer immédiatement sa position. « Je n'ai jamais rien vu de tel. »« Moi non plus, » acquiesça mademoiselle Marple. « Bien sûr, on entend parler de choses similaires ailleurs. » Madame Turner acquiesça avec empressement. « Dans les villes, vous savez, ce genre de problème. »« Oui, » dit doucement mademoiselle Marple. « Cela doit être réconfortant de penser que cela n'arrive qu'ailleurs. » Madame Turner rougit légèrement. « Je voulais seulement dire, enfin, ce n'est pas le genre de choses qui arrive ici. » Mademoiselle Marple sourit, l'air bienveillant. « Les lieux ont tendance à refléter ce que nous attendons d'eux. » Madame Turner rit d'un air hésitant et s'excusa, se dépêchant de rentrer chez elle. Mademoiselle Marple la regarda s'éloigner, remarquant la tension dans ses pas. Les gens qui ne se sentaient pas coupables ne se dépêchaient pas ainsi. Le lendemain matin, le jour se leva pâle et glacial, le givre blanchissant les haies et les toits.
À l'heure du petit déjeuner, les recherches avaient un repris, plus étendu et plus méthodique. Des hommes parcouraient les ruelles par deux. Le ruisseau était dragué. Le chemin de la carrière fut examiné centimètre par centimètre. Mademoiselle Marple observait depuis son portail, tricot à la main, l'image même d'une domesticité inoffensive. Les villageois s'arrêtaient pour lui parler, attirés comme toujours par l'illusion de sécurité qu'elle dégageait. « C'est tellement terrible pour Madame Peters », murmura Madame Price. « Et c'était un enfant si calme. »« Oui, » répondit Mademoiselle Marple. « Les enfants calmes remarquent souvent plus de choses qu'ils n'en disent. » Madame Price cligna des yeux. « Pensez-vous qu'il ait vu quelque chose ?»« Je pense, » répondit Mademoiselle Marple, « que beaucoup de choses sont vues et poliment ignorées. À midi, la police n'avait rien découvert. Pas de manteau, pas d'empreintes de pas qui ne puissent s'expliquer par la circulation normale, pas de témoins ayant vu David après le crépuscule. Ce qu'ils avaient trouvé, observa Mademoiselle Marple, c'était une abondance de certitudes. Chaque villageois avait élaboré une théorie et s'y accrochait avec une détermination croissante. Un étranger de passage, disait l'un. Une fugue, disait un autre. L'imagination d'une pauvre femme, murmurait un troisième, en faisant un signe de tête en direction de Madame Peters. Mademoiselle Marple se rendit au presbytère cet après-midi-là, officiellement pour livrer un pot de marmelade. Elle trouva le vicaire assis à son bureau, les mains jointes, les yeux rougis. « Cela nous a tous bouleversés, dit-il d'un ton grave. « Oui, acquiesça Mademoiselle Marple. C'est toujours le cas lorsque l'innocence disparaît. » Il leva brusquement les yeux. « Vous ne croyez pas que David se soit simplement éloigné ? »« Je crois, dit-elle doucement, que l'on s'éloigne rarement sans but. » Il soupira. « L'église aurait dû être un endroit sûr. »« Les endroits sûrs, dit Mademoiselle Marple, ne le sont souvent que parce que nous avons convenu de ne pas les examiner de trop près. » Il ne répondit rien. Plus tard, elle rencontra M. House près du cimetière qui faisait les 100 pas, visiblement agité. « Ils m'ont encore interrogé, dit-il amèrement, comme si j'étais capable de faire du mal à un enfant. »« Personne n'aime être soupçonné, dit Mademoiselle Marple. Je me suis consacrée à ces enfants, à leur musique. Oui, dit-elle, le dévouement peut prendre plusieurs formes. » Il la fixa du regard. « Que voulez-vous dire ?»« Rien, répondit Mademoiselle Marple aimablement. Seulement que l'admiration exige parfois une réponse. » Il se détourna brusquement, les mâchoires serrées. Le soir venu, la fatigue avait adouci les tensions dans le village. Pourtant, sous la fatigue se cachait quelque chose d'irrésolu, comme une corde pincée qui ne pouvait jamais se calmer. Mademoiselle Marple rentra chez elle, posa son tricot et s'assit tranquillement près de la fenêtre. De là, elle pouvait voir le clocher de l'église se dresser, sombre, contre le ciel. Elle repensa au manteau de David, suspendu, intact, à un enfant qui ne s'était pas habillé pour partir, à une porte qui aurait pu s'ouvrir pour lui. Mais surtout, elle pensa aux voix, des voix claires, pures, familières, et à la facilité avec laquelle elle pouvait être réduite au silence sans un bruit. Lorsque la cloche sonna à nouveau à 8 heures, Mademoiselle Marple ne broncha pas. Certaines vérités, le savait-elle, ne s'annonçaient pas de manière dramatique, mais par la répétition. La dernière vibration de la cloche s'était à peine éteinte qu'on frappa à la porte de Mademoiselle Marple, d'un geste ferme, officiel et légèrement apologétique. Elle se leva aussitôt. Elle savait que les personnes qui frappaient ainsi à sa porte souhaitaient rarement s'attarder. Le policier se tenait sur le pas de sa porte, le chapeau retiré, l'expression soigneusement neutre. « Mademoiselle Marple, pourrais-je vous importuner quelques instants ?»« Bien sûr, » répondit-elle en s'écartant. « Entrez, il fait plutôt froid dehors. » Il accepta l'invitation avec un soulagement visible. À l'intérieur, la pièce était dans son ordre habituel. Le feu brûlait régulièrement. Les fauteuils étaient placés avec une netteté délibérée. Le panier à tricot reposait exactement à sa place habituelle. Rien ici ne suggérait de perturbation, et Mademoiselle Marple avait compris depuis longtemps à quel point une telle constance pouvait déstabiliser ceux dont l'esprit était en désordre. « Nous avons eu une avancée, » dit le policier en s'asseyant sur le bord d'une chaise. « Ah !» murmura Mademoiselle Marple. « Les avancées surviennent souvent avant la compréhension. » Il sourit faiblement, ne sachant pas s'il était encouragé ou gentiment moqué. « Nous avons reçu un rapport de M. Gibbons, le jardinier. Il marchait sur le chemin inférieur près de la carrière ce matin. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple en versant le thé. « Il a trouvé quelque chose qui appartenait au garçon, une chaussure. » La main de Mademoiselle Marple s'arrêta juste assez longtemps. Une seule. « Oui, c'est regrettable, dit-elle doucement.
Les chaussures se vont généralement par paires. Le policier s'éclaircit la gorge. Cela suggère un accident. Les enfants grimpent, ils glissent. Et ensuite, ajouta mademoiselle Marple, ils enlèvent leurs chaussures. Il ne répondit pas à cette question. Au lieu de cela, il poursuivit. Nous pensons que David s'est peut-être aventuré là-bas après l'entraînement. Peut-être pour courir après quelque chose. Il a pu tomber. Une explication très commode, dit doucement mademoiselle Marple. Il la regarda d'un air sévère. Vous pensez le contraire ? Je pense, répondit-elle, que la commodité est souvent confondue avec la vérité, surtout lorsqu'elle nous permet d'arrêter de chercher. Dehors, le village réagit à la nouvelle par un resserrement collectif. Un accident était terrible, mais acceptable. Il ne nécessitait aucun coupable, aucune violation de confiance. Il permettait à l'Église de rester irréprochable, au village intact. Je le savais, dit Madame Turner à voix haute dans la boutique. Les enfants sont toujours imprudents. Madame Peters ne dit rien. Elle resta assise, raide, à sa table, la chaussure posée devant elle comme une accusation. Mademoiselle Marple observa ses doigts, qui flottaient juste au-dessus, incapable de la toucher. « Il n'irait pas là-bas tout seul, finit par dire Madame Peters. Il avait peur de ce chemin. »« Les enfants changent, insista Madame Turner. Ils ne disent pas toujours tout à leur mère. » Mademoiselle Marple remarqua avec quel empressement cette explication fut acceptée, et avec quelle rapidité elle se répandit. Dans l'après-midi, elle s'était enrichie de détails. David avait poursuivi un lapin. David avait glissé sur le gel. David avait paniqué. Chaque version l'éloignait davantage de toute implication humaine, et mademoiselle Marple sentait le village respirer plus facilement à chaque nouvelle version. Plus tard, elle marcha avec madame Bantry le long du chemin qui bordait le cimetière. « Il semble très sûr d'eux, dit madame Bantry. Je suppose qu'il faut accepter les preuves. »« Il faut d'abord les examiner, » répondit mademoiselle Marple. Madame Bantry fronça les sourcils. « Vous ne pensez pas que c'était un accident ?»« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « que les accidents s'organisent rarement de manière aussi ordonnée. Une chaussure retrouvée, un manteau laissé derrière, un enfant qui n'avait jamais eu l'intention de rentrer chez lui habillé. » Madame Bantry s'arrêta de marcher. « Bon sang! Suggérez-vous... » « Je suggère, » l'interrompit doucement mademoiselle Marple, « que quelqu'un a été très serviable. » Ce soir-là, la police interrogea nouveau M. House. Cette fois, le ton était plus sec, les questions plus directes. « Vous êtes le dernier adulte à avoir vu le garçon, » dit le policier. M. House se hérissa. « Je vous l'ai dit, il est parti avec les autres. » Et pourtant, Madame Turner l'a vu parler avec quelqu'un près du porche de l'église. « Je parle avec tous les enfants. » « Oui, dit le policier, c'est précisément là le problème. » Le lendemain matin, la rumeur s'était transformée en suspicion. L'attention de M. House, autrefois louée, était désormais rappelée avec malaise. Son habitude de s'attarder après l'entraînement, son exigence de perfection. Mademoiselle Marple se rendit à nouveau à l'église, officiellement pour prier. Elle s'assit sur le banc qui lui était familier, laissant le calme l'envahir. Les stalles du chœur étaient désormais vides, les livres de cantiques alignés avec un soin presque obsessionnel. Elle remarqua qu'un livre était légèrement de travers, celui de David, soupçonna-t-elle. Une petite irrégularité humaine au milieu d'un ordre délibéré. L'ordre, réfléchit-elle, était souvent imposé avec le plus de rigueur là où le chaos menaçait de s'installer. M. House entra alors, ignorant sa présence. Il se tint debout à l'avant, les mains agrippées au pupitre. « Il pense que c'était un accident, » dit-il à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. Mademoiselle Marple se leva doucement. Cela doit être un soulagement. Il se retourna, surpris. « Je ne vous avais pas entendu. »« Non, » acquiesça-t-elle. « Les gens entendent rarement ce qu'ils ne cherchent pas à entendre. » Son visage se crispa. « Ce village est ingrat. Je leur ai donné la musique, la discipline. Je me suis intéressé à leurs enfants. Et ils s'intéressent à vous, dit calmement mademoiselle Marple. Vous pensez que je lui ai fait du mal, dit-il amèrement. Je pense, répondit-elle, que vous êtes très utile. Il écarquilla les yeux. Utile ? Oui. Un suspect évident et très réconfortant. Cela permet à tous les autres de cesser de s'interroger. Il la fixa, haletant. J'aimais la voix de ce garçon. Mademoiselle Marple acquiesça. L'amour, dit-elle, est un autre mot qui peut avoir plusieurs significations. Dehors, la cloche sonna midi. Son son emplit l'église, résonnant et définitif. Plus tard dans la journée, la nouvelle se répandit que M. House avait été emmené pour un interrogatoire plus approfondi.
Le village réagit avec une satisfaction solennelle. « Voilà, dit Madame Turner. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui. » Madame Peters resta immobile, les yeux vides. « Si c'était lui, murmura-t-elle, pourquoi avoir laissé la chaussure ?» Mademoiselle Marple entendit la question et sentit une certitude tranquille s'ancrer en elle. Un objet placé là n'était pas une preuve de panique, c'était une preuve d'intention. Ce soir-là, alors que Mademoiselle Marple se préparait à se coucher, elle s'arrêta une fois de plus près de sa fenêtre. Le clocher de l'église se dressait, sombre et imperturbable contre le ciel. Quelque part sous cette solide respectabilité, une vérité avait été soigneusement mise en place, tout comme un livre de cantiques laissé trop soigneusement derrière. Mademoiselle Marple dormit mal cette nuit-là, non pas à cause de l'agitation, mais à cause de l'attention. Elle resta éveillée, écoutant les bruits nocturnes familiers de St. Mary Mead, le léger craquement des poutres qui refroidissaient, l'aboiement lointain d'un chien, le tic-tac régulier de l'horloge sur sa cheminée. Chaque bruit arrivait exactement au moment prévu, et c'était là, songea-t-elle, le problème. L'ordre était maintenu avec trop de soin. Quelqu'un dans le village arrangeait les choses. Au matin, le gel s'était adouci, laissant les ruelles glissantes et instables sous les pieds. Mademoiselle Marple s'habilla avec soin, choisissant son manteau le plus chaud, et partit peu après le petit déjeuner. Le village était déjà en effervescence, animé d'un nouvel état d'esprit qui traduisait davantage le soulagement que l'espoir. « Pauvre homme !» murmura Madame Price lorsque Mademoiselle Marple passa devant son portail. « On dit qu'il a été interrogé toute la nuit. »« Oui, » répondit Mademoiselle Marple. « Les gens trouvent les interrogatoires très désagréables. » Madame Price hésita. « Pensez-vous qu'ils vont, enfin, l'inculper ?»« Je pense, » dit doucement Mademoiselle Marple, « que le village leur en serait reconnaissant s'ils le faisaient. » Elle continua son chemin qui ne la menait pas vers l'église, mais loin de celle-ci, dans la ruelle étroite qui serpentait vers le chemin de la carrière. C'était là que la chaussure avait été trouvée, cet objet unique et éloquent qui faisait désormais tant pour tout le monde. Le sol portait les traces de nombreuses bottes. Les empreintes des chercheurs se chevauchaient, se salissaient, s'effaçaient les unes les autres. Mais Mademoiselle Marple ne cherchait pas ce qui était évident. Elle cherchait plutôt ce qui n'apparaissait pas. À l'endroit où la chaussure avait été découverte, elle s'arrêta. Le bord du chemin était en pente raide, accidenté, couvert de pierres et de broussailles. Un endroit dangereux, certes, pour un enfant qui s'y serait aventuré intentionnellement. Mais David Peters, d'après le récit de sa mère et d'après tout ce que Mademoiselle Marple avait observé, l'évitait. Elle s'accroupit prudemment, ignorant la raideur de ses genoux, et examina le sol. Il y avait des éraflures, des traces de perturbation, des signes d'activité récente. Mais il n'y avait pas de traces de traînée. Elle savait qu'une chute laissait des traces, de la terre grattée, des brindilles cassées, des pierres déplacées. La panique était désordonnée. La peur laissait des traces. Ce sol avait été nettoyé. Mademoiselle Marple se redressa lentement. L'air sentait légèrement la craie humide et l'herbe écrasée. Quelque part au-dessus d'elle, un oiseau chantait, d'une voix aiguë et insistante. Elle retourna sur le chemin et se dirigea vers le cottage des Peters. Madame Peters ouvrit la porte elle-même. Elle semblait plus âgée qu'il y a 2 jours, le visage tiré, les yeux ternes, à cause du manque de sommeil. « Mademoiselle Marple, dit-elle, entrez, je vous en prie. » À l'intérieur, le cottage avait conservé son ordre soigné. Trop soigné maintenant, comme si la propreté était utilisée comme une défense. « Ils pensent que c'était Monsieur House, dit immédiatement Madame Peters d'une voix monocorde. Ils disent, Matt, que la chaussure prouve que David s'est dirigé vers la carrière. »« Et qu'en pensez-vous » demanda Mademoiselle Marple. Madame Peters hésita. « Je pense que David avait peur cette nuit-là. »« De quoi ?» Madame Peters déglutit. « Je ne sais pas. Il était silencieux depuis des semaines, pensif. Il posait des questions. »« Quel genre de questions ?»« Sur les promesses, dit-elle, et sur les secrets. » Mademoiselle Marple acquiesça. Les enfants posent souvent ce genre de questions lorsque les adultes leur ont donné de mauvaises réponses. Madame Peters la regarda d'un air sévère. « Vous ne croyez pas que c'était un accident ?»« Je crois, répondit Mademoiselle Marple, que quelqu'un a voulu que cela ressemble à un accident. » Elle se dirigea vers le petit hall où le manteau de David était toujours suspendu. « Puis-je » demanda-t-elle. Madame Peters acquiesça silencieusement. Mademoiselle Marple décrocha le manteau. Il était léger, la doublure fine. Elle glissa ses doigts dans les poches. De l'une d'elles,
Elle sortit un bout de papier plié. Madame Peters eut le souffle coupé. Je ne savais pas que c'était là. Pas plus que celui qui a rangé la chaussure, dit calmement mademoiselle Marple. Elle déplia le papier. C'était l'écriture d'un enfant, soignée, irrégulière. J'ai promis de ne rien dire. Mademoiselle Marple sentit les mots s'imprimer, dans son esprit avec une familiarité pesante. « David vous a montré ça ?» demanda-t-elle. « Non, murmura madame Peters. Il n'en a jamais parlé. »« Les promesses, dit doucement mademoiselle Marple, sont des choses très sérieuses pour les enfants. Ils n'ont pas notre souplesse d'adultes. » On frappa alors à la porte. Madame Bantry entra, les joues rouges d'urgence. « Mademoiselle Marple, avez-vous entendu? Ils disent qu'ils pourraient inculper House demain. » Mademoiselle Marple se retourna, le papier toujours à la main. « Pour quel motif? »« L'opportunité, disent-ils, l'influence. Et maintenant, la chaussure. » Mademoiselle Marple plia soigneusement le mot et le remit dans sa poche. « Alors, dit-elle, ils se préparent à se tromper. » Madame Bantry la regarda fixement. « Vous en êtes certaine? »« Je suis certaine, répondit mademoiselle Marple, que la chaussure est un petit détail insignifiant. » Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple se rendit au presbytère pour prendre le thé. C'était une réunion empreinte de convenance, les tasses étaient alignées, les voix baissées, les conclusions n'étaient exprimées qu'une fois le consensus atteint. « C'est tragique, dit madame Turner, mais au moins le village pourra retrouver la paix. »« La paix, répéta mademoiselle Marple. C'est ainsi que vous voyez les choses ?» Madame Turner se raidit. « Que pourrait-il y avoir d'autre ?» Mademoiselle Marple but une gorgée de thé. « La paix ne nécessite pas un tel enthousiasme. » Le vicaire s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Marple, si vous avez des doutes, vous devriez en faire part à la police. »« C'est mon intention, répondit-elle, mais je voulais d'abord m'assurer d'une chose. »« De quoi ?»« Que le village avait choisi son coupable. » Un silence s'ensuivit, Polyte, défensif. Alors que mademoiselle Marple se levait pour partir, elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre. De là, on pouvait voir le cimetière, le chemin soigneusement entretenu, le porche funéraire montant la garde, un lieu de rencontre, pensa-t-elle, et de promesses. Ce soir-là, la cloche sonna plus tôt que d'habitude. Mademoiselle Marple se tint une fois de plus à sa fenêtre, à l'écoute. Le son avait un sens, il l'avait toujours eu. La cloche n'appelait pas les fidèles. Elle attirait l'attention, détournant les regards et les suppositions vers elle, loin des vérités plus discrètes. Mademoiselle Marple se détourna de la fenêtre, l'esprit désormais serein. La chaussure avait été placée là pour mettre fin à une question. Le manteau avait été négligé parce qu'il suggérait un début. La vérité se trouvait quelque part entre ces deux erreurs, et elle ne serait pas trouvée en suivant des pistes trop facilement balisées. L'écho de la cloche résonna suffisamment longtemps pour que mademoiselle Marple puisse compter ses battements avant qu'ils ne se dissolvent dans l'air du soir. Elle posa sa tasse de thé intacte. Elle savait qu'il y avait des moments où toute forme de nourriture était une intrusion. La respectabilité à St. Mary Mead avait commencé à se resserrer comme un corset trop serré d'un cran. Au matin, le village avait ajusté ses manières. Les voix s'abaissaient lorsque des noms étaient prononcés. Les regards se détournaient les uns des autres à la mention de M. House. L'histoire, soigneusement abrégée, prenait déjà une forme que les gens pouvaient accepter sans inconfort. Mademoiselle Marple rencontra Madame Turner à l'extérieur du magasin, son panier lourd d'achats inutiles. « Quel soulagement, dit immédiatement Madame Turner, de savoir où l'on en est. C'est ce que vous ressentez, demanda Mademoiselle Marple d'un ton aimable. Eh bien, on n'aime pas l'incertitude, et c'est terrible de penser que quelqu'un comme ça aurait pu... » Elle s'interrompit, les lèvres serrées. « Vous savez. »« Oui, dit Mademoiselle Marple. On sait toujours, une fois que la décision a été prise. » Madame Turner jeta un coup d'œil vers le cimetière et baissa la voix. On dit que le garçon était encouragé, qu'on le faisait se sentir spécial. C'est souvent le cas des enfants, répondit mademoiselle Marple, surtout lorsque les adultes y voient le reflet d'eux-mêmes. Madame Turner acquiesça avec satisfaction. Exactement. Mademoiselle Marple fut alors frappée par la facilité avec laquelle l'indignation morale pouvait remplacer l'examen. Le village répétait une performance familière. Choc, condamnation, soulagement. La structure était solide. Seule la vérité manquait. Plus tard dans l'après-midi, elle se rendit au presbytère où les rideaux étaient tirés malgré le soleil pâle. À l'intérieur, l'air était lourd de thé et d'une anxiété tacite. « Je dors à peine », avoua le vicaire. « C'est comme si quelque chose s'était logé dans les murs. »« Oui, dit mademoiselle Marple.
La culpabilité aime beaucoup l'architecture. Il tressaillit. Vous pensez que quelqu'un d'autre est responsable? Je pense, dit-elle prudemment, que la responsabilité a été arrangée comme des meubles, déplacée juste assez pour sembler intentionnelle. Il hésita. Il y a eu des difficultés. Avec M. House? Avec d'autres, dit le vicaire à voix basse. La chorale rassemblait les gens. Ce genre d'intimité invite à la confidence. Et aux aveux, ajouta mademoiselle Marple. Il acquiesça, les yeux fixés sur ses mains. Il faut être très prudent avec les enfants. Oui, acquiesça-t-elle, il faut être honnête avec eux. Ce soir-là, la première fracture apparut. M. House fut libéré après son interrogatoire, pâle et rigide, sa réputation déjà entachée de manière irréparable. Il retourna à son cottage sous le regard attentif de ses voisins, qui faisaient semblant de ne pas le regarder. Mademoiselle Marple le vit plus tard, debout près du porche de l'église, les mains crispées, fixant la pierre usée comme si elle pouvait l'accuser à haute voix. « Il voulait un monstre », dit-il amèrement lorsqu'il la remarqua. « Et j'étais assez proche. »« La proximité est persuasive, » répondit mademoiselle Marple. « J'aimais la musique, dit-il. J'aimais la discipline qu'elle imposait. Et les enfants, dit-elle doucement, sont très prompts à sentir ce que les adultes attendent d'eux. » Son visage se déforma. « Je ne l'ai jamais touché. »« Je vous crois, » dit mademoiselle Marple. Il la fixa, stupéfait. « Alors pourquoi ? » ?»« Parce que, dit-elle, vous êtes utile d'une manière qui met les autres à l'aise. » Il rit durement. « À l'aise, c'est ça ? » ?»« Respectable, » corrigea mademoiselle Marple. « Cela n'aime pas les perturbations. » En le quittant, elle remarqua que madame Price l'observait derrière ses rideaux, l'air non pas curieux, mais attentif. Miss Marple trouva cela intéressant. Le lendemain, la police annonça une nouvelle recherche, procédurale, presque superficielle. Le chemin de la carrière fut à nouveau examiné. Le ruisseau revisité. Chaque action semblait répétée. Miss Marple choisit plutôt de rendre visite à madame Price. Le salon était impeccable, chaque surface polie jusqu'à briller d'un éclat mat. « Je ne vois pas comment nous pourrions vous aider, » dit rapidement madame Price. « Nous connaissions à peine le garçon. Et pourtant, dit mademoiselle Marple, vous habitez tout près de l'église. »« Oui, mais... » »« Et votre mari travaille tard, » continua mademoiselle Marple. « Vous êtes souvent seule le soir. » Le sourire de madame Price vacilla. « Je ne vois pas... » « Les enfants cherchent parfois refuge, » dit doucement mademoiselle Marple, « dans des maisons où les portes sont ouvertes. » Les mains de madame Price tremblaient de manière à peine perceptible. « M'accusez-vous de quelque chose ?»« Pas du tout, » répondit mademoiselle Marple. « Je vous demande si David est déjà venu ici. » Il y eut un silence, trop long pour être vide de sens. « Il a frappé une fois, » finit par dire madame Price. « Il y a quelques semaines. Il a dit qu'il avait oublié sa clé. Vous l'avez laissé entrer ? » « Oui, bien sûr. » Mademoiselle Marple hocha la tête. « A-t-il dit pourquoi ? » ?»« Non. Les enfants le font rarement, » dit mademoiselle Marple. « Ils le montrent plutôt. » La voix de madame Price baissa. Il avait peur. De qui ? Madame Price déglutit. De décevoir quelqu'un. Mademoiselle Marple sentit un déclic silencieux s'opérer dans son esprit. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, le village lui sembla différent. Pas plus bruyant ni plus sombre, mais plus mince, comme si sa surface avait été trop tendue. Elle savait que les façades respectables se fissuraient, non pas sous l'effet de la force, mais sous celui de la répétition. Chaque mensonge poli affaiblissait la structure qu'il était censé soutenir. À sa fenêtre, mademoiselle Marple écouta une fois de plus la cloche sonner l'heure. Cette fois, elle ne compta pas les notes, mais les espaces entre elles. C'était dans ces pauses, ces omissions délibérées, que la vérité commençait à s'exprimer. La cloche s'arrêtait entre chaque note, et dans cette pause, mademoiselle Marple sentait le village prendre son souffle, puis le retenir. Cela se passait juste avant le crépuscule, lorsque les courses de la journée s'étaient espacées et que St. Mary Mead glissait dans ses habitudes du soir. La porte d'entrée de madame Price était ouverte, une concession inhabituelle à la douceur de l'air, et des voix flottaient à travers la pelouse avec l'aisance habituelle des échanges entre voisins. Quelqu'un riait. Quelque part, une bouilloire sifflait. Puis le chant s'arrêta. Madame Price apparut sur le pas de sa porte, le visage soigneusement masqué par un air calme. « Quelqu'un a-t-il vu mon mari ?» demanda-t-elle au petit groupe de villageois qui se trouvait à proximité. Il aurait dû rentrer à la maison il y a 1 heure. Il y eut un silence bref et tendu. C'était une question familière désormais, même si personne ne reconnaissait cette familiarité. « Il a probablement été retardé, » dit aussitôt madame Turner.
Les hommes oublient le temps qui passe. Oui, acquiesça Madame Price trop rapidement. Bien sûr. Mais elle ne rentra pas à l'intérieur. Elle resta sur le perron, les mains jointes, le regard errant vers la ruelle qui serpentait derrière l'église. Mademoiselle Marple, qui avait interrompu sa promenade du soir, observait la scène avec une attention discrète. Elle savait que les schémas se répétaient lorsqu'on ne les examinait pas. Au moment où les lampadaires s'allumèrent, M. Price n'était toujours pas rentré. Le policier fut à nouveau appelé, patient mais légèrement tendu. « Où l'a-t-on vu pour la dernière fois ?»« À l'église, » répondit Madame Price. « Il est allé parler au vicaire. »« Encore l'église. Toujours l'église. »« Et à quel sujet ?» demanda le policier. Madame Price hésita. « Des affaires privées. » Mademoiselle Marple sentit les suppositions du village vaciller. Une personne disparue était une tragédie. 2. C'était une coïncidence qui ne pouvait plus être tolérée. « C'est un homme adulte, » dit Madame Turner nerveusement. « Ce n'est pas la même chose. »« Non, » dit doucement Mademoiselle Marple. « C'est rarement le cas. Mais le silence, oui. » Ils reprirent leur recherche avec une urgence renouvelée. Cette fois, le chemin de la carrière ne leur semblait plus suffisant. Ils s'éloignèrent davantage. Ils examinèrent les haies. Les voix portaient plus loin, plus nettement. Mademoiselle Marple marchait aux côtés de Madame Bantry, qui parlait d'une voix basse et agitée. Cela dépasse tout ce à quoi on pouvait s'attendre. « Les attentes, » répondit Mademoiselle Marple, « sont des choses très fragiles. » Au bord de la pelouse, près du vieux chêne, ils trouvèrent quelque chose. Pas une chaussure cette fois, mais une montre. La montre de M. Price, immédiatement reconnaissable à son bracelet en cuir usé et à son cadran fissuré. « Elle a dû tomber de sa poche, » dit automatiquement le policier. « Ou avoir été placée là, » murmura Mademoiselle Marple. La différence planait entre eux, créant un malaise. Madame Price fixait la montre, le visage impénétrable. « Il ne l'enlevait jamais, » dit-elle, « même pas la nuit. » Mademoiselle Marple l'observait attentivement. Elle voyait bien de la tristesse, mais aussi quelque chose de plus tendu, de plus retenu. « Il est rentré une fois, » dit soudain Madame Price d'une voix à peine audible. « La nuit où le garçon a disparu. Il est rentré tard. Très tard. » Le crayon du policier s'immobilisa. « A-t-il dit où il était allé ?»« Non, » répondit-elle. « Il s'est lavé les mains. Il était silencieux. »« Avait-il l'air bouleversé ?» demanda Mademoiselle Marple. Madame Price la regarda alors, les yeux brillants d'une sorte de défi. « Il a dit que certaines promesses sont plus lourdes qu'elles ne le paraissent. » Cette phrase s'imprima dans l'esprit de Mademoiselle Marple avec une force décisive. Ils retrouvèrent M. Price, peu après, vivant mais secoué, assis sur un tronc d'arbre tombé près du ruisseau, les chaussures trempées, le visage pâle d'épuisement. « Je me suis perdu, » répétait-il. « Je réfléchissais. »« À quoi ?» demanda le policier. Le regard de M. Price se posa brièvement sur sa femme, puis se détourna. « À une erreur !» Le village poussa un soupir de soulagement. Le soulagement se mêlait à l'irritation. Une deuxième disparition résolue trop facilement était presque aussi troublante que la première. Cette nuit-là, les spéculations refirent surface, plus frénétiques cette fois-ci. « Elles sont liées, » murmura quelqu'un. « Bien sûr qu'elles le sont. D'abord le garçon, puis le mari. » Mademoiselle Marple s'assit une fois de plus près de sa fenêtre, à l'écoute. La cloche sonna l'heure. Son son était désormais plus faible, presque tendu. Deux silences, pensa-t-elle. L'un permanent, l'autre temporaire. Et entre les deux, un schéma se dessinait, impossible à ignorer. La chaussure avait pointé loin de l'église. La montre les avait ramenés vers elle. Quelqu'un corrigeait une erreur. Mademoiselle Marple croisa les mains, l'air serein. Le village voulait une conclusion. Au lieu de cela, il recevait une nouvelle direction. La nuit s'installa à St. Mary Mead avec une politesse mal à l'aise, comme si le village lui-même essayait de se comporter normalement par habitude. Le retour de M. Price ne rétablit pas l'équilibre. Il ne fit que le perturber davantage. Le soulagement, lorsqu'il survint, fut bref et étrangement insatisfaisant. Un homme retrouvé vivant après une disparition aurait dû clore le dossier. Au lieu de cela, il en a ouvert plusieurs autres, toutes menant vers l'intérieur. Mademoiselle Marple a remarqué le changement le lendemain matin. Les gens parlaient moins librement désormais. Ils baissaient la voix même lorsque personne ne semblait les écouter. Les regards s'attardaient un peu trop longtemps, puis se détournaient. La peur avait appris la discrétion. Madame Price n'a pas assisté à l'office du matin. Son mari non plus.
Le banc vide près de l'allée attirait plus l'attention que n'importe quelle présence. Mademoiselle Marple resta assise jusqu'à la fin du dernier hymne, son tricot intact sur ses genoux, observant les petits mouvements révélateurs de l'assemblée. Madame Turner bredouillait ses réponses. La voix du vicaire vacilla une fois, puis se stabilisa. Monsieur House était tout simplement absent. Après la cérémonie, alors que les villageois se dirigèrent vers le cimetière, Mademoiselle Marple se permit de marcher aux côtés de Madame Price. « Vous devez être épuisée, dit-elle gentiment. Madame Price inclina la tête. « Cela a été difficile. »« Oui, acquiesça Mademoiselle Marple. Les bouleversements le sont souvent. » Madame Price se raidit de manière presque imperceptible. « Mon mari a été très malade. »« Je l'imagine, » dit Mademoiselle Marple. « Les secrets peuvent être physiquement éprouvants. » Madame Price s'arrêta de marcher. Pendant un instant, elle sembla sur le point de s'éloigner. Puis quelque chose dans l'expression calme de Mademoiselle Marple la retint. « Vous pensez savoir quelque chose ?» dit-elle. « Je pense, » répondit doucement Mademoiselle Marple, « que David vous faisait confiance. » Madame Price retint son souffle. « Il est venu me voir, » dit-elle très doucement. « Il avait peur. Il m'a dit que quelqu'un lui avait demandé de garder quelque chose secret. Une promesse, compléta Mademoiselle Marple. « Oui, » murmura Madame Price. « Il ne comprenait pas pourquoi c'était si important. »« Et vous compreniez ?» demanda Mademoiselle Marple. Madame Price secoua la tête. « Pas au début. Je lui ai dit de rentrer chez lui. » Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle savait que le silence était parfois le meilleur encouragement. « Il est revenu plus tard, » poursuivit Madame Price. « Après l'entraînement. Il a dit qu'il ne pouvait pas encore rentrer chez lui. »« Pourquoi ?»« Il avait peur, » répéta-t-elle, « mais pas d'être blessé, d'être cru. » Mademoiselle Marple acquiesça. C'était, selon elle, la peur la plus dangereuse qui soit. « Je l'ai laissé se reposer, » poursuivit Madame Price. « Je lui ai donné du chocolat chaud. Je lui ai dit que nous parlerions au vicaire le lendemain matin. Et ensuite, Madame Price serra les poings. Mon mari est rentré à la maison. Le puzzle s'assemblait clairement maintenant, chaque pièce s'alignant sans effort. « Il a entendu le garçon, » dit Madame Price. « Il a exigé de savoir de quoi il parlait. David a paniqué. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple doucement. « Les enfants paniquent souvent quand les adultes élèvent la voix. »« Il s'est enfui, » murmura Madame Price, « par la porte arrière, sans son manteau. » Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. L'image n'avait pas besoin d'être embellie. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda-t-elle. « Mon mari l'a suivi, » dit Madame Price. « Il l'a trouvé près du chemin de la carrière. »« Et la chaussure ?» demanda Mademoiselle Marple. La voix de Madame Price tremblait. « David a glissé, une seule fois. Il a crié. » Mademoiselle Marple attendit. « Mon mari l'a soulevé, » dit Madame Price. « Il avait peur de ce que le garçon pourrait dire, de ce qui pourrait arriver s'il le ramenait. Et donc, dit doucement Mademoiselle Marple, il a choisi le silence. » Madame Price la regarda, les yeux remplis de larmes. « Il ne voulait pas... »« Non, » acquiesça Mademoiselle Marple. « Les gens le veulent rarement. » Le reste vint tranquillement. Une chute qui devint fatale. La panique qui se transforma en décision. Une chaussure placée là où elle détournerait les soupçons. Une montre tombée plus tard pour suggérer un lien, une confusion, un hasard. « Et Monsieur House ?» demanda Madame Price d'une voix rauque. « Une figure commode, » répondit Mademoiselle Marple, déjà à moitié accusée par son tempérament et sa position. Madame Price s'affaissa contre le mur de l'église. « Que va-t-il se passer maintenant ?»« Cela, dit Mademoiselle Marple, dépendra de la volonté de dire la vérité. » Ils restèrent là un moment, le cimetière silencieux autour d'eux. Quelque part, un oiseau poussa un cri aigu et perçant puis disparut. Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple rendit visite au policier. « Je crois, dit-elle calmement, que M. Price a quelque chose à vous dire. » Le policier l'écouta, son expression passant d'une attention polie à une grave concentration. « Et comment avez-vous obtenu cette information ?» demanda-t-il enfin. Mademoiselle Marple sourit faiblement, en écoutant quand les autres étaient trop impatients de parler. Le soir venu, tout le village était au courant, comme toujours. Madame Price ne résista pas. M. Price pleura ouvertement, sa respectabilité s'effondrant à une vitesse surprenante maintenant qu'elle n'était plus soutenue. La cloche de l'église sonna une fois, puis s'arrêta. Zels Marple écouta attentivement. Cette fois-ci, le son ne résonna pas. Le silence qui suivit la seule note de la cloche se répandit dans St. Mary Mead avec une lenteur particulière,
comme si le village lui-même attendait de voir s'il pouvait encore échapper aux conséquences de son écoute. Au matin, il était clair que ce ne serait pas le cas. Le policier se déplaçait dans les ruelles avec une efficacité qui contrastait fortement avec les hésitations des jours précédents. On frappa à nouveau aux portes, mais cette fois-ci avec détermination. Des dépositions furent recueillies. Les chronologies furent examinées non pas pour des raisons de commodité, mais pour détecter les contradictions. Les explications confortables qui avaient été répétées avec tant d'ardeur commencèrent à s'effriter sous leur propre poids. Mademoiselle Marple observa ces événements, depuis sa position habituelle d'apparente détachement, assise dans son fauteuil, son tricot inutilisé sur les genoux. Le travail qui l'attendait ne nécessitait plus d'activité. Il nécessitait de la clarté. Madame Price fut escortée hors de sa maison peu après 10 heures. Elle marchait d'un pas ferme, le visage pâle mais calme, comme soulagée que la tension liée au secret ait enfin été remplacée par quelque chose de plus froid, mais de plus simple. M. Price la suivit peu après. Son effondrement fut plus discret. Aucune résistance dramatique, seulement une posture relâchée qui suggérait un homme qui s'était maintenu debout à force d'efforts. Le village s'était rassemblé, comme les villages le font toujours, même si personne n'admettait regarder. « Ils disent que c'était un accident », murmura Madame Turner à Madame Bantry. « Oui, » répondit Madame Bantry, « mais les accidents ne nécessitent généralement pas autant d'organisation. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. Les mots commençaient à retrouver leur sens véritable. Elle se rendit plus tard au cimetière, où l'herbe portait les traces de nombreux pas. Le porche de l'église était resté inchangé, son bois usé lissé par des générations de mains. Un lieu de passage, pensa-t-elle, d'arrivée et de départ, et de rencontres qui n'auraient jamais dû être dissimulées dans le secret. Le vicaire la rejoignit, le visage lourd d'une honte qu'il ne pouvait tout à fait exprimer. « J'aurais dû m'en douter, dit-il. Il y avait des signes. »« Oui, répondit doucement mademoiselle Marple. Mais il dérangeait. Il acquiesça. David est venu me voir une fois, il y a quelques semaines. Il m'a demandé si dire la vérité pouvait être mal. « Et que lui avez-vous répondu » demanda-t-elle. « Que cela dépendait de la bienveillance. » Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Les enfants prennent ces réponses au pied de la lettre. Il voulait bien se protéger, dit le vicaire. Et au lieu de cela, ils lui ont appris que le silence était plus sûr que l'honnêteté, termina doucement mademoiselle Marple. À proximité, M. House traversait le cimetière, le pas hésitant, les yeux baissés. Le tort causé à sa réputation ne serait pas réparé rapidement, voire jamais. Le village avait trouvé facile de le soupçonner, et encore plus facile d'oublier ce soupçon une fois qu'il n'était plus utile. « Sera-t-il un jour pardonné » demanda le vicaire. Mademoiselle Marple réfléchit. « Le pardon, dit-elle, est rarement accordé à ceux qui nous rappellent qu'à nos propres erreurs. » Dans l'après-midi, l'histoire avait pris sa forme définitive et correcte. Pas assez dramatique pour faire l'objet de ragots, pas assez nette pour être réconfortante. Un enfant effrayé, un adulte craignant les conséquences. Un moment de violence né non pas de la malveillance, mais de la panique, suivi d'un calcul. C'était ce calcul que mademoiselle Marple trouvait le plus troublant. Le placement soigneux de la chaussure, le recours aux préjugés collectifs, la certitude tranquille que le village préférerait un monstre à un miroir. Elle rentra chez elle à la tombée de la nuit, le ciel pâle et indistinct au-dessus des toits. À l'intérieur, l'ordre familier de son salon semblait rétabli, non pas parce que rien n'avait changé, mais parce que ce qui avait changé était désormais reconnu. Elle reprit enfin son tricot, les aiguilles cliquetant doucement dans le calme qui s'installait. Certaines vérités, songea-t-elle, n'arrivaient pas avec force. Elles s'assemblaient lentement, patiemment, jusqu'à ce que le déni lui-même devienne impossible. Dehors, la cloche de l'église restait silencieuse. Elle avait terminé son travail. L'assemblée se déroula sans cérémonie, comme si la cérémonie elle-même aurait été un affront à ce qui avait été découvert. Ils se réunirent dans le salon du presbytère, les chaises rapprochées plus que d'habitude, le feu brûlant faiblement. Il n'y avait aucun sentiment d'anticipation, seulement la gravité sobre de personnes qui savaient déjà, par fragments, ce qu'elles allaient entendre et soupçonnaient que l'entendre dans son intégralité serait pire. Mademoiselle Marple était assise légèrement à l'écart, les mains jointes sur ses genoux. Elle n'avait pas besoin de notes. La vérité, une fois mise en place, ne nécessitait pas de répétition. Madame Peters était assise en face d'elle, figée dans son attention, son chagrin désormais transformé en quelque chose de féroce et d'inquisiteur.
Le policier se tenait près de la cheminée, son carnet fermé pour une fois, son rôle terminé en tout, sauf dans la forme. Tout a commencé, dit calmement mademoiselle Marple, par une promesse qu'on n'aurait jamais dû demander à un enfant. Personne ne l'interrompit. Le silence s'installa docilement. David n'avait pas peur d'être blessé, poursuivit elle. Il avait peur de ne pas être cru. Il avait appris, sans le vouloir, que la vérité était quelque chose que les adultes trouvaient gênant. Le vicaire baissa la tête. Il chercha refuge là où on lui avait autrefois témoigné de la gentillesse, continua mademoiselle Marple. Cette gentillesse était réelle. Mais la gentillesse seule ne peut protéger un enfant lorsque les autres sont déterminés à se protéger eux-mêmes. Madame Price fixait le sol, le visage pâle, les mains serrées comme si elle tenait quelque chose de fragile. Lorsque M. Price est rentré chez lui et a entendu le garçon, dit mademoiselle Marple, il n'a pas vu un enfant effrayé, mais une menace qui pouvait détruire la respectabilité soigneusement entretenue dont dépendait sa vie. Madame Peters poussa un petit cri étouffé, mais ne détourna pas le regard. La tragédie elle-même, dit mademoiselle Marple, fut brève. Une chute, un moment de panique, un coup fatal né de la peur plutôt que de l'intention. « Et le reste » demanda doucement madame Bantry. « Le reste, » répondit mademoiselle Marple, fut un choix. Elle le décrivit alors clairement. La décision de ne pas appeler à l'aide, le retrait de la chaussure du garçon, le placement calculé le long du chemin de la carrière, la confiance silencieuse que le village préférerait un accident ou un coupable commode à une vérité dérangeante. « Ils ont fait confiance, dit mademoiselle Marple, à nos habitudes. »« Nos habitudes » murmura madame Turner. « Oui, dit doucement mademoiselle Marple, notre habitude de croire que le danger vient d'ailleurs, qu'il s'annonce de manière brutale, qu'il ne porte pas de visage familier. » Le policier s'éclaircit la gorge. « Et M. House ?»« Un leurre, dit mademoiselle Marple sans hésiter. Pas placé délibérément au départ, mais adopté avec empressement. Il était suffisamment différent pour être suspect et suffisamment dévoué pour paraître excessif. Il a soulagé le village du fardeau de regarder de plus près. M. House, debout près de la porte, tressaillit, mais ne dit rien. Mademoiselle Marple se tourna alors vers madame Peters. « Votre fils, dit-elle doucement, a tenu sa promesse parce qu'il croyait que c'était important. Il croyait les adultes lorsqu'ils lui disaient que le silence était parfois une forme de gentillesse. » Madame Peters perdit son sang-froid. Elle se couvrit le visage, les épaules tremblantes, non pas d'hystérie, mais parce qu'elle libérait quelque chose qu'elle avait retenu trop longtemps. « Lorsque la vérité est finalement devenue trop difficile à contenir, poursuivit mademoiselle Marple, on a tenté une deuxième diversion, la montre, un autre silence, mais la répétition trahit elle-même. » Le policier acquiesça d'un air sombre. « Ils seront inculpés. »« Oui, dit mademoiselle Marple, mais l'accusation la plus grave est ailleurs. » Ils la regardèrent alors dans l'attente. Dans la volonté, dit-elle, de confondre respectabilité et vertu, et calme et innocence. Personne ne parla après cela. Il n'y avait plus rien à dire. Dehors, la lumière de l'après-midi s'estompait, laissant la pièce sombre et propice à la réflexion. Le feu crépita une fois, puis s'apaisa. Mademoiselle Marple se leva enfin, lissant sa jupe. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle à madame Peters. « Aucune explication ne peut restaurer ce qui a été perdu. » Madame Peters leva les yeux, le regard à vif mais déterminé. « Mais c'est important, » dit-elle, « qu'on le croyait, à la fin. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple, « c'est toujours le cas. » Alors qu'elle sortait dans l'air du soir, mademoiselle Marple s'arrêta, tendant l'oreille par habitude. La cloche ne sonna pas. Certaines vérités, une fois prononcées, n'avaient pas besoin d'être rappelées. Le lendemain matin, après l'assemblée, le temps était clair et froid, le genre de matinée sur laquelle St. Mary Mead avait toujours compté pour suggérer la continuité. Le givre recouvrait à nouveau les haies. La fumée s'élevait des cheminées en colonnes patientes, comme d'habitude. Les portes s'ouvraient, se fermaient. La vie reprenait son rythme familier, non pas parce que rien n'avait changé, mais parce que le village n'avait pas d'autre moyen d'absorber ce qu'il savait désormais. Mademoiselle Marple se tenait à sa fenêtre et observait ces petits rétablissements d'un œil exercé. Le rétablissement, réfléchissait-elle, était rarement la même chose que la réparation. La cloche de l'église ne sonna pas pour les prières du matin. Il avait été décidé, discrètement, que le silence était plus approprié. En milieu de matinée, madame Peters traversa la pelouse. Elle avançait lentement, mais sans hésitation, comme si chaque pas avait été mûrement réfléchi et accepté avant d'être fait. Elle portait l'écharpe de David autour du cou,
enroulé une fois, soigneusement. « Mademoiselle Marple, dit-elle lorsqu'on la fit entrer, je voulais vous remercier. » « Il n'y a pas de quoi me remercier, répondit gentiment Mademoiselle Marple. Écouter n'est pas un service, c'est une responsabilité. Madame Peters s'assit, les mains jointes sur ses genoux. Ils me disent qu'il a été courageux. Oui, dit Mademoiselle Marple, il l'a été. Il a tenu sa promesse, poursuivit Madame Peters, même quand cela lui faisait peur. Oui, répéta Mademoiselle Marple, les enfants font souvent cela. Madame Peters leva alors les yeux, le regard calme. J'aurais aimé lui dire que les promesses peuvent être rompues quand elles sont mauvaises. Mademoiselle Marple inclina la tête. Nous l'apprenons tous trop tard, parfois. Elles restèrent assises ensemble un moment, partageant leur thé dans un silence qui n'était plus pesant. Lorsque Madame Peters se leva pour partir, elle s'arrêta à la porte. « Ils continueront, dit-elle. Le village ?»« Oui, acquiesça Mademoiselle Marple. Les villages continuent toujours. Et vous ?» demanda Madame Peters. Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Je vais tricoter. » Cet après-midi-là, la voiture de police partit discrètement. Il n'y avait pas de foule, pas de discours, seulement un vague sentiment, persistant comme le givre dans les endroits ombragés, que quelque chose avait changé pour toujours. Monsieur House quitta le village 2 jours plus tard. Personne ne lui dit officiellement au revoir. Mademoiselle Marple savait que certaines réputations étaient plus faciles à salir qu'à réparer, même lorsque l'innocence avait été établie. Le dimanche suivant, le vicaire prêcha devant une assemblée moins nombreuse que d'habitude. Son sermon parlait de vérité, de responsabilité, d'écouter quand il est le plus difficile d'écouter. Certains hochèrent la tête, d'autres détournèrent le regard. Madame Turner n'était pas présente. La semaine suivante, la chorale reprit ses répétitions. Un autre garçon se tenait à la place de David, son livre de cantiques posé moins soigneusement, la voix incertaine. Mademoiselle Marple assista à cette première répétition, assise tranquillement au fond. Lorsque le dernier hymne prit fin, elle regarda les enfants rassembler leurs manteaux, regarda les mères tendre la main vers leurs enfants. Personne ne partit seul. Alors qu'elle rentrait chez elle dans la lumière déclinante, la cloche sonna une fois, une seule fois, lentement et délibérément. Ce n'était ni un appel, ni un avertissement. C'était un souvenir. Mademoiselle Marple s'arrêta et écouta, comme elle le faisait toujours. Elle savait que certains sons ne demandaient bien pas de réponse. Ils demandaient seulement d'être compris. Elle poursuivit son chemin, laissant derrière elle le village qui retrouvait ses habitudes, modifiées, mais intactes. La vérité était passée par St. Mary Mead. Elle n'avait pas été bien accueillie, mais elle avait été entendue.